Vous pensez que les gens du Moyen-Âge étaient des prudes sexuellement réprimés qui le faisaient à travers un trou dans un drap? Demain, vous vous réveillerez et découvrirez des juges exigeant des examens médicaux intimes au tribunal, tandis que des inspecteurs agréés vérifieraient l'aptitude de votre membre au mariage. La sexualité médiévale n'était pas privée. C'était un spectacle public où les évêques possédaient de vastes empires du divertissement et où les jeunes mariés exigeaient des témoins pour attester de leur union. Un seul examen raté pouvait vous coûter tout. Voici la vérité troublante sur la sexualité médiévale qui fait ressembler les applications de rencontres modernes à un office religieux. Entre 1100 et 1500 de notre ère, j'ai découvert des preuves de pratiques sociales si étranges, si envahissantes publiquement, qu'elles feraient passer la pire émission de télé-réalité d'aujourd'hui pour un documentaire animalier. Ce que vous allez entendre n'est enseigné dans aucune salle de classe. C'est la vérité brute et sans filtre sur la façon dont nos ancêtres ont transformé des questions intimes en spectacles publics qui horrifieraient le public moderne. Nous allons voyager à travers cet niveau de folie sociale médiévale. Essais de fitness où vos capacités personnelles sont devenues des preuves devant un tribunal. Vérification cérémonielle dans lequel la consommation du mariage nécessitait une audience de nobles. Les empires du divertissement des évêques s'opéraient parallèlement à la prédication morale. Les médecins prescrivent la satisfaction intime comme un traitement légitime. Méthode de santé Mortelleschi risquait plus que les conditions qu'il traitait. Potion d'attraction nécessitant des ingrédients dérangeants et une préparation dangereuse. Peine pour adultère impliquant des rituels de honte à l'échelle de la communauté. Chaque révélation vous rendra plus reconnaissant envers la vie privée moderne que vous ne l'avez jamais été dans votre vie. Commençons par la procédure judiciaire la plus humiliante de l'histoire de l'humanité, les épreuves de fitness médiévale, où vos capacités intimes devenaient des preuves publiques. Imaginez, nous sommes en 1370 à York, en Angleterre. John Sanderson se tient dans un palais de justice tandis que plusieurs experts agréés évaluent son état de santé. Le greffier du tribunal consigne méticuleusement les conclusions, ce sont les termes mêmes du document juridique. Mais ce que la plupart des gens ignorent, il ne s'agit pas d'un événement isolé et étrange. Il s'agit d'une procédure judiciaire courante dans toute l'Europe médiévale. Si votre conjoint prétendait que vous ne pouviez pas remplir vos devoirs conjugaux, vous seriez confronté à un procès public. Un échec signifiait la perte de votre mariage, de votre dot et de tout votre statut social. Imaginez un tribunal de divorce moderne exigeant des démonstrations médicales intimes devant des juges, des experts médicaux et des inspecteurs agréés chargés de vérifier vos capacités. C'était la justice médiévale. La salle d'examen était une salle d'audience spécialement conçue dans les grandes villes européennes. Imaginez une salle en pierre avec de hautes fenêtres, des bancs en bois pour les observateurs et une estrade surélevée où l'accusé se tenait debout. Des inspecteurs agréés, généralement des médecins expérimentés ou des sages-femmes sélectionnées par le tribunal, arrivaient avec leurs insignes officiels. Le processus était méthodique et terrifiant. Tout d'abord, la personne était examinée sous le regard des fonctionnaires du tribunal. Ensuite, l'évaluation commençait, des évaluations approfondies utilisant des méthodes consignées dans les dossiers judiciaires, qui duraient souvent des heures. Le greffier notait tout, l'état physique, la réactivité aux stimulations et l'aptitude générale au mariage. Des experts médicaux procédaient à des examens, recherchant des problèmes physiques ou des signes d'incapacité. Juges, avocats et témoins observaient depuis leur banc. L'état de John Sanderson était décrit en termes cliniques évoquant de graves problèmes médicaux. Son épouse avait intenté un procès après 3 ans de mariage non consommé, réclamant des dommages et intérêts pour l'échec de l'union. En 1292, Walter donc dut faire face à une épreuve encore plus terrible, sa femme exigea 3 examens distincts sur une période d'1 mois, tous plus invasifs les uns que les autres. Il échoua à ces 3 tentatives malgré une intervention médicale. Mais attendez, il y a pire. En 1450, à Paris, Pierre de Franville ne réussit qu'à sa 3e tentative, et seulement après avoir consommé des remèdes à base de plantes dangereuses pouvant causer des dommages permanents, voire la mort. La pression était telle que les hommes risquaient de s'empoisonner plutôt que de subir la destruction sociale d'un échec. Plusieurs tentatives étaient techniquement autorisées, mais chaque échec détruisait considérablement votre réputation.
Parmi les témoins figuraient non seulement des représentants de la loi, mais aussi des experts médicaux, des notaires et souvent des membres de la famille du conjoint, qui avaient un intérêt financier dans le résultat. Les inspecteurs agréés utilisaient diverses méthodes de stimulation, variations de température et dispositifs primitifs consignés dans des textes médicaux. La torture psychologique était sans doute pire que l'examen physique. Certains hommes s'évanouissaient d'anxiété, d'autres pleuraient ouvertement. Les archives judiciaires conservent cette humiliation avec des détails atroces pour la postérité. Voici ce que la plupart des gens ignorent du contexte de ces procès. Au Moyen Âge, le mariage était fondamentalement un contrat économique, et sa consommation était nécessaire pour le rendre juridiquement contraignant. La position théologique de l'Église considérait la procréation comme le but premier du mariage. Une union sans possibilité d'enfant était considérée comme invalide. Le droit canonique, hérité de la tradition romaine, autorisait l'annulation en cas d'incapacité permanente. La médecine médiévale considérait le dysfonctionnement intime comme une maladie nécessitant un traitement ou une malédiction exigeant une intervention spirituelle. Les médecins croyaient à des théories complexes de l'humour, selon lesquelles des déséquilibres pouvaient entraver le fonctionnement normal. Les femmes avaient en effet le droit légal à la satisfaction conjugale, ce qui pourrait surprendre le public moderne. L'Église enseignait que les deux partenaires avaient des obligations à remplir lorsqu'on le leur demandait. Une personne incapable de s'acquitter de ses obligations manquait littéralement à ses devoirs légaux. Les statistiques issues des archives judiciaires suggèrent qu'il y avait plus de 200 procès de compatibilité par décennie dans de grandes villes comme Londres, Paris et Florence. Le taux de réussite du maintien des mariages après accusation était inférieur à 30%. Les conséquences sociales allaient au-delà du couple, des alliances familiales entières pouvaient s'effondrer, les dots étaient restitués et les partenariats commerciaux se dissolvaient. C'est pourquoi la thérapie de couple moderne apparaît comme une véritable bénédiction. Aujourd'hui, nous tenons pour acquis le secret médical. Vos actes intimes sont entre vous, votre partenaire et peut-être votre médecin. Personne ne procède à des examens dans une salle d'audience. Aucun comité d'inspecteurs ne vous évalue manuellement pendant que des scribes prennent des notes. Les médicaments, les appareils et les procédures disponibles aujourd'hui auraient semblé magiques aux yeux des personnes du Moyen Âge confrontées à ces épreuves. Les femmes pouvaient souscrire à des fonds de retraite, en quelque sorte des polices d'assurance qui leur permettraient de subvenir à leurs besoins lorsqu'elles ne pourraient plus travailler. Bien sûr, rares étaient celles qui vivaient assez longtemps pour en bénéficier. L'opération de Winchester n'était pas unique, c'était simplement la mieux documentée. À Avignon, le complexe de divertissements papaux était directement sous le contrôle du Vatican pendant la papauté d'Avignon. Les trésoriers du pape collectaient des impôts qui finançaient les armées papales. Le bâtiment existe toujours aujourd'hui, ses armoiries papales étant sculptées dans la pierre au-dessus de l'entrée. Les archives ecclésiastiques indiquent qu'il employait plus de 200 femmes à son apogée, et que des salles spéciales étaient réservées aux dignitaires de l'Église en visite. Les établissements épiscopaux allemands formaient de véritables chaînes à travers le Saint-Empire romain germanique. L'archevêque de Mayence contrôlait des opérations similaires dans 6 villes différentes. L'évêque de Strasbourg possédait 4 établissements à proximité de sa cathédrale. Il ne s'agissait pas d'opérations secrètes. Il faisait de la publicité ouverte, se faisait concurrence pour attirer les clients et payer leurs impôts directement au trésor public. Les activités des cathédrales espagnoles étaient souvent intégrées au complexe même de la cathédrale. À Séville, le centre de divertissement de la cathédrale occupait un bâtiment relié à l'église par des tunnels souterrains, permettant aux prêtres de s'y rendre discrètement. Les femmes étaient tenues d'assister à des messes spéciales, assises dans des espaces dédiés, tout en écoutant les explications sur les activités auxquelles elles participeraient plus tard dans la soirée. Plusieurs conciles ecclésiastiques tentèrent des réformes, mais la réalité économique rendit tout changement impossible. Le concile de Constance de 1414 tenta d'interdire la propriété d'établissements de divertissement par le clergé, mais les évêques présents arrivèrent avec un entourage de 700 femmes issues du secteur. La proposition de réforme échoua. Le concile de Bâle de 1431 condamna sévèrement l'implication du clergé dans les divertissements pour adultes, mais les documents condamnatoires furent rédigés dans des pièces situées au-dessus du plus grand établissement de ce type de la ville,
propriété de l'évêque local. La justification théologique de cette hypocrisie flagrante révèle la logique perverse du christianisme médiéval. Les pères de l'Église citent la doctrine d'Augustin selon laquelle ces activités étaient un mal nécessaire comme les égouts, désagréables mais indispensables au bon fonctionnement d'une ville. Thomas d'Aquin soutenait que ces services prévenaient des comportements plus graves comme les agressions, l'adultère et d'autres délits. En contrôlant et en réglementant ces activités, les évêques prétendaient en réalité protéger la moralité publique. La réalité économique était plus simple, l'Église avait besoin d'argent. Les cathédrales étaient coûteuses, les évêques vivaient comme des princes et les guerres exigeaient des financements. Les taxes sur les spectacles étaient des sources de revenus fiables. Certains historiens estiment que ces revenus représentaient 20 à 30% des revenus de l'Église dans les grandes villes. L'empire du spectacle de l'évêque de Winchester générait à lui seul suffisamment de revenus annuels pour construire une nouvelle église chaque année. Les marges bénéficiaires étaient stupéfiantes. Une transaction classique pouvait coûter 4 pence au client. La femme conservait 1 pence, l'établissement en prélevait 1 pour les frais généraux, et 2 pence allaient directement aux caisses de l'église. Multipliez ce chiffre par des milliers de transactions par semaine dans des centaines d'établissements appartenant à l'église et vous comprendrez pourquoi toute réforme était impossible. L'église médiévale était littéralement accro aux revenus du divertissement. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cela n'était pas perçu comme particulièrement scandaleux à l'époque. La séparation entre autorité religieuse et activité économique, que nous tenons pour acquise, n'existait pas. Les évêques étaient d'importants propriétaires fonciers, collecteurs d'impôts et chefs d'entreprise. Posséder des établissements de divertissement n'était qu'une source de revenus parmi d'autres, au même titre que la perception des taxes sur les moulins ou des péages routiers. Le même évêque qui prêchait contre l'immoralité le dimanche passait en revue les bénéfices de son établissement le lundi sans la moindre contradiction. L'aspect contrôle social était tout aussi important. En contrôlant ses activités, l'Église contrôlait la société elle-même. Elle décidait qui pouvait vendre ses services, où, quand et à quel prix. Elle créait des catégories de prestataires honnêtes et malhonnêtes et imposait des codes vestimentaires qui distinguaient les travailleurs des femmes respectables. Les établissements sont devenus des outils d'ingénierie sociale, canalisant les désirs masculins vers des canaux réglementés et taxables. En comparaison, les scandales religieux modernes paraissent tout à fait désuets. Les chefs religieux d'aujourd'hui, pris dans des situations inappropriées, tentent au moins de dissimuler leurs activités. Les évêques médiévaux apposaient leurs armoiries sur les portes des établissements. Ils ne se contentaient pas de tolérer le divertissement pour adultes, ils l'industrialisaient, le réglementaient et en tiraient un profit considérable. L'hypocrisie n'était pas cachée, elle était institutionnalisée au plus haut niveau de l'autorité religieuse. Mais les contradictions profondes de l'Église étaient plus profondes. Les médecins médiévaux prescrivaient littéralement la satisfaction physique comme une nécessité médicale pour la conception. Selon la théorie médicale médiévale, votre arrière-arrière-grand-mère ne pouvait pas tomber enceinte sans ressentir de satisfaction. Il ne s'agissait pas d'une croyance marginale, mais d'un fait médical reconnu, enseigné dans les universités et consigné dans les manuels de médecine. La théorie des 2 graines soutenait que la conception nécessitait la contribution des 2 partenaires, et que les femmes ne la contribuaient qu'aux moments les plus intenses. Si une femme ne parvenait pas à atteindre la satisfaction, elle ne pouvait concevoir. Cela signifiait que les maris étaient médicalement tenus de maîtriser les techniques intimes. Les médecins enseignaient des méthodes de stimulation détaillées et les sages-femmes dispensaient des formations pratiques aux couples en difficulté. Les médecins médiévaux prescrivaient littéralement la satisfaction des siècles avant que quiconque ne comprenne véritablement l'anatomie. La théorie médicale provenait du médecin grec Galien, dont les idées dominaient la médecine médiévale. Il enseignait que les femmes possédaient des organes reproducteurs internes qui produisaient la contribution féminine à la conception. De même que les hommes exprimaient leur contribution par la satisfaction, les femmes devaient atteindre l'expérience ultime pour exaucer la leur. La médecine médiévale est allée plus loin en élaborant des théories élaborées sur la nature de la réponse féminine. Les femmes au tempérament chaud avaient besoin de techniques différentes de celles au tempérament froid. Les femmes à l'humeur moite exigeaient des positions différentes de celles à l'humeur sèche.
La complexité rivalisait avec l'enseignement intime moderne, mais sans aucun fondement anatomique réel. Les textes médicaux fournissaient des instructions extrêmement détaillées. Le plus populaire était la Trotula, un recueil de médecine féminine qui incluait des techniques spécifiques pour atteindre la satisfaction féminine. Les médecins recommandaient une stimulation douce avec des huiles parfumées et une attention particulière aux zones sensibles. Ils décrivaient les positions optimales, la femme sur le dessus pour les constitutions froides, sur le côté pour les anatomies inclinées, et des positions alternatives pour les femmes présentant une humidité excessive. La précision clinique est surprenante pour une époque que l'on croyait ignorante des réactions féminines. Les médecins ont développé des outils et des techniques qui feraient rougir les thérapeutes modernes. Ils prescrivaient des appareils chauffants spécialement conçus ou essentiellement des stimulateurs médiévaux en bois poli ou en ivoire. Des préparations à base de plantes contenant de la menthe pouliot et d'autres plantes chauffantes étaient appliquées avant les rapports intimes pour augmenter la sensibilité. Des huiles de massage à la cannelle et au poivre étaient utilisées pour stimuler la circulation sanguine. Certains médecins recommandaient un accompagnement musical, convaincus que certains rythmes favorisaient l'excitation féminine. Les applications pratiques de cette théorie ont donné naissance à une spécialité médicale insolite. Les sages-femmes sont devenues des coachs intimes, enseignant aux couples des techniques de chambre à coucher avec une franchise surprenante. Elles utilisaient des manuscrits illustrés montrant des positions conçues pour maximiser le plaisir féminin, démontrant des techniques manuelles sur des mannequins en tissu. Certaines proposaient même des séances de pratique supervisées, accompagnant les couples dans l'intimité et prodiguant des conseils en temps réel sur le rythme, la pression et le positionnement. Les produits d'amélioration de la fertilité féminine à base de plantes sont devenus un marché médical majeur. Les recettes comprenaient des perles moulues mélangées à du vin, des ingrédients exotiques en poudre dans du miel et des teintures de racines de mandragore. Les femmes fortunées payaient des fortunes pour des aides à la conception qui étaient essentiellement des dispositifs médiévaux d'amélioration, des objets en jade sculptés pour les exercices, des accessoires incrustés de perles pour la stimulation, et même des dispositifs d'irrigation primitifs remplis de plantes stimulantes. Le corps médical reconnaissait tout cela comme nécessaire à la santé reproductive. Des études de cas tirées de textes médicaux révèlent l'approche clinique des dysfonctionnements intimes féminins. Un médecin a décrit le traitement de la femme d'un marchand qui n'arrivait pas à concevoir après 3 ans de mariage. Sa prescription comprenait des massages intimes quotidiens aux huiles chaudes, la consommation d'aliments réconfortants comme le gingembre et la cannelle, et l'enseignement à son mari des techniques appropriées pour favoriser le plaisir féminin. Après 2 mois de traitement, elle est tombée enceinte. La satisfaction était à l'origine du succès. Les outils médicaux permettant de diagnostiquer et de traiter les dysfonctionnements intimes féminins étaient étonnamment sophistiqués. Les médecins utilisaient des instruments d'examen pour vérifier l'anatomie interne, même si leur compréhension était imparfaite. Ils développèrent des tests d'excitation utilisant des plumes et des sondes chauffées pour vérifier la sensibilité. Certains créèrent même des dispositifs de rétroaction primitifs, des tubes creux placés à l'extérieur pour amplifier les sons indiquant l'excitation. La médicalisation du plaisir féminin était totale. La position de l'Église sur tout cela créait des contradictions aberrantes. Le plaisir pour lui-même était un péché, mais le plaisir pour la procréation était obligatoire. Les confesseurs devaient faire preuve d'une habileté inouïe, condamnant les femmes qui appréciaient trop l'intimité, tout en condamnant celles qui n'en prenaient pas assez pour concevoir. Des débats théologiques faisaient rage quant à savoir si le plaisir ressenti lors de la conception rendait l'enfant né plus pécheur. Certains soutenaient que les enfants conçus grâce à la satisfaction féminine seraient plus libidineux, tandis que d'autres affirmaient le contraire, une conception sans joie crée une progéniture défectueuse. Les manuels confessionnels révèlent la situation intenable dans laquelle cela plaçait les femmes. Elles étaient censées confesser que le plaisir de l'intimité était un péché, mais ne pas en profiter suffisamment pour atteindre la satisfaction était également problématique. Un manuel recommandait aux prêtres de demander aux femmes si elles répondaient adéquatement aux efforts de leur mari et si elles ressentaient la libération nécessaire à la conception.
Les femmes qui avouaient simuler la satisfaction pour mettre fin à une intimité non désirée se voyaient reprocher d'entraver le plan divin de procréation. Les contradictions entre les conseils médicaux et la doctrine religieuse ont créé une économie parallèle de savoirs intimes. Les sages-femmes enseignaient en privé ce que les prêtres condamnaient publiquement. Des textes médicaux circulaient dans les couvents, où des religieuses dispensaient des soins de santé reproductive. Les femmes partageaient des secrets de conception qui étaient essentiellement des techniques de satisfaction déguisées en traitement de fertilité. La culture officielle condamnait le plaisir féminin, tandis que le système médical l'exigeait. Voici ce que la plupart des gens ignorent du contexte de ces pratiques. La médecine médiévale n'était pas purement théorique, elle reposait sur des milliers d'années d'observations accumulées, simplement interprétées à travers des cadres erronés. Les praticiens de la médecine féminine avaient constaté des corrélations entre satisfaction intime et fertilité. Ils l'expliquaient simplement par la théorie humérale plutôt que par les hormones. La pression économique pour les héritiers a motivé cette focalisation médicale sur le plaisir féminin. Les familles nobles avaient besoin d'enfants légitimes pour perpétuer leur lignée. Les familles de marchands avaient besoin d'héritiers pour assurer la continuité de leurs activités. Même les familles paysannes avaient besoin d'enfants pour le travail agricole. L'infertilité était un désastre économique, et si la théorie médicale affirmait que la satisfaction féminine était nécessaire à la conception, alors la satisfaction féminine devenait une priorité médicale, quelles que soient les objections religieuses. La genrification du savoir médical a également joué un rôle. Les médecins hommes écrivaient les théories, mais les praticiennes dispensaient les soins. Ces femmes possédaient des générations de connaissances pratiques sur l'anatomie et les réactions féminines, qu'elles codaient en langage médical pour les rendre acceptables. Apprendre à une femme à atteindre la satisfaction était un péché, prodiguer des soins de réchauffement pour favoriser la conception était un acte médical. Cela donne aux médecins médiévaux une apparence plus progressiste que celle des années 1950. Les médecins victoriens nièrent plus tard que les femmes respectables éprouvaient un quelconque plaisir intime. La médecine du début du XXe siècle a pathologisé la satisfaction féminine en la qualifiant d'hystérie. Les médecins médiévaux, malgré leurs lacunes, reconnaissaient au moins l'importance médicale de la réponse intime féminine. Ils se contentèrent de l'enrober de justifications théologiques et de théories philosophiques. L'impact pratique sur la vie des femmes médiévales fut profond. Contrairement aux époques ultérieures où le désir féminin était totalement nié, les femmes médiévales avaient l'autorisation médicale d'exiger une satisfaction intime. Les archives judiciaires montrent que des femmes invoquaient l'absence de satisfaction comme motif d'annulation. Les textes médicaux conseillaient aux maris que ne pas donner du plaisir à leurs femmes constituait un manquement à leurs devoirs conjugaux. En parlant de conception, attendez de découvrir les folies que les femmes médiévales pratiquaient pour éviter une grossesse. Si la satisfaction prescrite vous paraît progressiste, la contraception médiévale vous fera apprécier la médecine moderne. Les femmes risquaient littéralement la mort à chaque tentative de prévention. La liste des ingrédients est une recette dangereuse pour un désastre. Substances animales exotiques, métaux lourds, plantes toxiques et diverses matières organiques n'étaient pas des remèdes populaires chuchotés entre paysans, ils apparaissaient dans des textes médicaux rédigés par des médecins diplômés d'université. Les femmes s'inséraient des pessers dangereux avant les rapports sexuels. Elles buvaient des potions contenant du mercure pouvant entraîner une défaillance organique. Elles utilisaient des solutions à base de plomb causant des lésions nerveuses permanentes. Toute tentative d'empêcher une grossesse pouvait mettre fin à leur vie, mais l'alternative à un nouvel accouchement dangereux ou une autre bouche à nourrir semblait pire. Les méthodes barrières ont révélé une ingéniosité désespérée mêlée à une dangereuse ignorance. La bouse de crocodile n'a pas été choisie au hasard, sa nature alcaline possède effectivement des propriétés contraceptives. Des textes médicaux égyptiens de 1850 avenue Jésus-Christ la recommandaient, et les médecins médiévaux copiaient la sagesse antique sans comprendre pourquoi elle fonctionnait parfois. Le problème résidait dans l'approvisionnement, la plupart des femmes européennes utilisaient tous les déchets animaux disponibles, se persuadant qu'il s'agissait de déchets exotiques. Les excréments de cheval, de vache et de porc sont devenus des substituts, introduisant des bactéries dangereuses. Les mélanges de miel et de gomme végétale étaient légèrement moins mortels. L'acacia fermente en acide,
aux propriétés contraceptives. Mélangé aux propriétés antibactériennes du miel, il crée une barrière relativement efficace. Les femmes trempaient de la laine ou des peluches dans ce mélange, formant ainsi des barrières primitives. Le principal danger résidait dans l'infection par des matériaux non stériles et la difficulté de les retirer. Des textes médicaux décrivent des femmes mourant de chocs toxiques lorsque des barrières improvisées se logeaient à l'intérieur. Les éponges de mer imbibées de diverses substances constituaient la méthode de protection la plus sophistiquée. Les femmes utilisaient du vinaigre, du jus de citron ou du vin comme solution de trempage. L'acidité pouvait empêcher la conception, et l'éponge créait une barrière physique. Les femmes méditerranéennes avaient accès à des éponges de mer naturelles, tandis que les femmes d'Europe du Nord utilisaient tous les matériaux absorbants qu'elles trouvaient, mousse, chiffon, voire pain. Cette pratique exigeait un timing et un retrait minutieux, le risque d'infection étant constant. Les barrières à membrane animale représentent ce qui se rapproche le plus de la protection moderne. Les intestins de mouton, les vessies de poisson et de porc étaient nettoyés, étirés et parfois cousus pour former des gaines. Ces matériaux étaient coûteux, réutilisables et principalement accessibles aux riches. Ils étaient attachés avec des rubans et devaient être trempés dans du lait chaud ou de l'eau avant utilisation. L'Église catholique les condamnait catégoriquement, les qualifiant d'armure contre la volonté de Dieu. Leur utilisation était passible d'excommunication si elle était découverte. Les interventions toxiques auxquelles les femmes se soumettaient révélaient le désespoir d'une grossesse non désirée. Les potions à base de mercure étaient connues pour prévenir la grossesse en empoisonnant lentement la femme. Les médecins en prescrivaient de faibles doses, affirmant qu'elles refroidissaient l'utérus. Les femmes intoxiquées au mercure souffraient de tremblements, de perte de dents et de folie, mais cela empêchait la grossesse, soit par toxicité, soit parce que les femmes mourantes ne peuvent pas concevoir. Les sels de plomb étaient tout aussi horribles. Les femmes buvaient des solutions contenant des composés de plomb, appelés sels sucrés, pour leur goût. D'autres utilisaient des applications vaginales à base de plomb. L'intoxication au plomb qui en résultait provoquait de fortes douleurs abdominales, de la constipation et, à terme, des lésions cérébrales. L'analyse de squelettes prélevés dans des cimetières médiévaux révèle que des jeunes femmes présentaient des concentrations mortelles de plomb, probablement liées à l'utilisation de contraceptifs. Les applications de sulfate de cuivre étaient recommandées par des textes médicaux arabes traduits en latin. Les femmes pratiquaient un lavage vaginal interne avec des solutions de cuivre après les rapports intimes. Bien que le cuivre ait des propriétés contraceptives, les concentrations utilisées provoquaient de graves brûlures chimiques. Des textes médicaux décrivent des femmes souffrant de cicatrices permanentes et d'infections suite à ces traitements. Les cocktails à base de plantes étaient légèrement plus sûrs, mais toujours potentiellement mortels. Le thé pénil-royal pouvait empêcher l'implantation, mais provoquait également une insuffisance hépatique. La rue, la dentelle de la reine Anne et le tansy étaient couramment utilisés, mais nécessitaient un dosage précis. Une dose insuffisante était inefficace. Une dose excessive était fatale. Les femmes partageaient des recettes comme les 7 graines de carottes sauvages mâchées quotidiennement ou le thé de rubus pendant les règles. La frontière entre contraceptifs et poison était ténue. Ces méthodes magiques paraissaient absurdes, mais étaient prises au sérieux par des femmes désespérées. Des amulettes représentant les organes reproducteurs de la belette étaient portées autour de la cuisse lors des rapports intimes. Ces organes devaient être prélevés lors de phases lunaires spécifiques et conservés dans du miel. Du cérumen de mule mélangé à du miel était appliqué en interne. Étant stériles, les mulets rendaient leur cérumen contraceptif par magie sympathique. Des mains de nourrissons morts, de préférence non baptisés, étaient portées en guise d'amulettes. Le marché noir des cadavres de nourrissons à des fins de magie contraceptive a été documenté lors de plusieurs procès de sorcières. Les rituels liés au sang menstruel occupaient une étrange frontière entre magie et protoscience. Les femmes conservaient leur sang menstruel, le séchaient, le réduisaient en poudre et le donnaient secrètement à leur mari, dans du vin ou de la nourriture.
La théorie était que consommer de l'essence féminine réduisait la puissance masculine. Certaines femmes brûlaient leurs lingettes menstruelles usagées et utilisaient les cendres comme encens vaginal. D'autres croyaient que l'intimité pendant les menstruations prévenait les grossesses futures, une pratique condamnée par l'Église comme particulièrement pécheresse. Les suppositoires d'organes d'animaux exotiques nécessitaient des organes frais de chat noir tués lors de conditions astrologiques spécifiques. Ces organes étaient séchés, broyés, mélangés à des herbes et transformés en peserie. L'association des chats avec la sorcellerie rendait cette pratique particulièrement dangereuse. La possession de contraceptifs à base de chats pouvait entraîner des accusations de sorcellerie. Pourtant, des vestiges archéologiques découverts dans des latrines médiévales révèlent des concentrations inhabituelles d'ossements de chats à proximité de couvents et d'établissements, suggérant une utilisation répandue. Le désespoir qui a motivé ces choix dangereux provenait des situations impossibles vécues par les femmes au Moyen Âge. Les grossesses répétées détruisaient leur corps. Une femme survivait en moyenne à la ménopause et avait connu entre 8 et 12 grossesses. L'accouchement était la principale cause de décès chez les jeunes femmes. Les familles pauvres ne pouvaient nourrir d'autres enfants. Pourtant, l'Église condamnait toute contraception, la considérant comme une interférence avec la volonté divine, et les maris avaient légalement le droit d'avoir un accès intime. Les réseaux de connaissances qui préservaient et transmettaient les informations sur la contraception étaient entièrement féminins. Les sages-femmes transmettaient des recettes à leurs apprentis. Les femmes sages vendaient des herbes et des instructions. Les travailleurs de l'industrie du spectacle partageaient leurs connaissances professionnelles. Ironiquement, les couvents devinrent des centres d'expertise en matière de contraception. Les religieuses qui dispensaient des soins médicaux avaient besoin de savoir ce que les femmes désespérées avaient pu tenter. Cette économie souterraine du savoir reproductif fonctionnait malgré de sévères interdictions légales et religieuses. Le refus des hommes de pratiquer le sevrage a créé une grande partie du fardeau contraceptif. Si le sevrage était également condamné par l'Église, il ne risquait pas d'empoisonner. Mais les hommes qui refusaient cette méthode simple forçaient les femmes à adopter des alternatives de plus en plus dangereuses. Des archives judiciaires montrent que des femmes suppliaient leurs maris de semer à l'extérieur et étaient battues pour cette suggestion. La dynamique de genre en matière de responsabilité contraceptive n'a pas changé autant qu'on pourrait l'espérer. Les réseaux de sages-femmes exploitaient des chaînes d'approvisionnement sophistiquées en matériel contraceptif. Elles importaient des substances exotiques de contrées lointaines, récoltaient des herbes spécifiques aux saisons optimales et maintenaient des recettes conciliant efficacité et survie. Les poursuites contre les sages-femmes pour sorcellerie étaient souvent motivées par leur connaissance en matière de contraception. Savoir prévenir la mort était considéré comme indissociable de savoir y mettre fin. En comparaison, la contraception moderne paraît bien maigre. Elle est sûre, efficace et légale. Nous avons oublié que, pendant la majeure partie de l'histoire, prévenir une grossesse impliquait un risque mortel. Chaque acte de planification familiale était potentiellement fatal. Les femmes jouaient à la roulette russe avec leur vie chaque fois qu'elles tentaient de contrôler leur fertilité. Le fait que les femmes aient survécu à ces méthodes assez longtemps pour transmettre leur savoir témoigne du désespoir et de la résilience de l'humanité. Mais empêcher une grossesse n'était rien comparé aux ingrédients cadavériques des filtres d'amour médiévaux. Oubliez les fleurs et le chocolat. Le romantisme médiéval nécessitait des parties de cadavres, des fluides corporels et la moelle osseuse d'enfants morts. En 1320, la Béatrix d'Éanosol fut jugée en France pour avoir donné son sang menstruel à son amant, mélangé à du vin. Elle n'était pas une folle isolée. Elle suivait des recettes établies, tirées de grimoires qui circulaient parmi des femmes désespérées. La liste des filtres d'amour médiévaux ressemble à une preuve provenant du sous-sol d'un tueur en série, os broyés de nourrissons non baptisés, organes de criminels récemment exécutés, fluides corporels prélevés lors de rapports intimes, tissu cérébral de colombe et cœur humain réduit en poudre. Il ne s'agissait pas d'ingrédients métaphoriques ni d'exagération poétique. Les femmes pillaient littéralement les tombes, soudoyaient les bourreaux pour obtenir des parties de cadavres et collectaient leurs propres sécrétions corporelles en quête d'amour. La datation médiévale impliquait de véritables pillages de tombes. Les ingrédients humains nécessitaient une recherche et une préparation minutieuses.
La moelle osseuse des enfants était considérée comme la plus puissante, surtout celle des enfants décédés avant le baptême. Les femmes soudoyaient les fossoyeurs ou se faufilaient elles-mêmes dans les cimetières pour récolter des os frais. La moelle devait être extraite dans les 3 jours suivant l'enterrement à l'aide d'aiguilles chauffées. Elle était ensuite séchée, broyée et mélangée à du miel et du vin. La potion obtenue était glissée dans la boisson de la victime pendant plusieurs semaines. La collecte du sang menstruel exigeait une planification et une confidentialité optimale. Les femmes conservaient leur flux menstruel dans des récipients spéciaux, souvent des pots en céramique marqués de symboles. Le sang était séché pour en faire des gâteaux ou mélanger frais à des aliments et du vin. Certaines recettes exigeaient du sang de jours précis du cycle. D'autres exigeaient que le sang soit prélevé à certaines phases lunaires. Les rituels les plus élaborés consistaient à mélanger le sang menstruel à d'autres fluides corporels recueillis après l'intimité, créant ainsi une potion à partir des essences mêlées des 2 partenaires. La récolte des cheveux avait lieu pendant ou immédiatement après les rapports intimes. Les femmes collectaient secrètement les cheveux de leur amant, les conservant dans des médaillons ou les cousant pour en faire des vêtements. Les cheveux étaient ensuite brûlés avec des encens spécifiques, réduits en poudre ou tissés en amulettes. Certaines recettes exigeaient les cheveux des 2 partenaires, tressés ensemble et portés à même la peau. D'autres exigeaient que les cheveux soient collectés à l'insu de l'homme, ajoutant une couche de tromperie supplémentaire au moment intime. La préparation des organes des cadavres était une compétence particulière. Les organes devaient provenir d'une personne décédée de manière violente. Les criminels exécutés étaient privilégiés, les suicidés venaient en second. Les organes étaient séchés lentement à feu doux, puis broyés avec des herbes spécifiques comme le vin et le mandrin. La poudre était ensuite mélangée à la nourriture, censée créer une attirance irrésistible. Les bourreaux développèrent des activités annexes en vendant des organes à des femmes désespérées. Les rituels de préparation de ces ingrédients étaient aussi élaborés que leurs composants étaient dérangeants. Les expéditions nocturnes dans les cimetières exigeaient un timing précis, la nouvelle lune pour les sorts de liaison, la pleine lune pour la magie d'attraction. Les femmes récitaient des incantations tout en récoltant les matériaux, souvent des phrases latines élaborées qu'elles ne comprenaient pas. Le mélange devait avoir lieu au carrefour ou dans les cimetières. Certaines recettes exigeaient que la femme soit dévêtue, d'autres qu'elle porte les vêtements de sa cible. Le timing de la pleine lune était considéré comme essentiel pour la plupart des magies d'amour. Les grimoires fournissaient des cartes astronomiques détaillées indiquant les temps optimaux de collecte et de préparation. Les ingrédients récoltés sous la mauvaise phase lunaire étaient considérés comme inutiles, voire dangereux. Les femmes planifiaient leurs activités des mois à l'avance, attendant l'alignement céleste parfait pour créer leurs potions. Les incantations étaient un mélange de latin religieux, de charme populaire et de pure absurdité. Un exemple typique tiré d'un grimoire du XIVe siècle. La vision perverse d'un homme mort couvert de sang menstruel. De nombreuses femmes illettrées mémorisaient ces phrases phonétiquement, les déformant souvent au point de les méconnaître. Le pouvoir résidait dans le rituel, et non dans la précision. Les calculs de dosage révèlent une sophistication surprenante. Grimoire fournissait des instructions détaillées sur la quantité de potions à administrer en fonction de la taille, du tempérament et du niveau de résistance de la cible. Trop peu serait inefficace. Trop pourrait entraîner la folie ou la mort. Les femmes tenaient soigneusement des registres des doses et des effets, ajustant leurs recettes en fonction des résultats. Certaines se firent connaître comme spécialistes de la magie amoureuse, vendant leurs services à d'autres femmes désespérées. Les sanctions juridiques pour la pratique de la magie amoureuse étaient sévères, mais appliquées de manière inégale. L'Église la considérait comme une forme de sorcellerie, passible d'excommunication ou de mort. Les autorités laïques la considéraient comme un empoisonnement si la cible tombait malade, mais l'application de la loi dépendait entièrement du statut social et des conséquences. Les femmes nobles surprises en train d'utiliser des filtres d'amour risquaient d'être condamnées à la pénitence. Les femmes pauvres risquaient la peine de mort. Des poursuites judiciaires spécifiques révèlent l'ampleur de cette pratique. À Montaigu, plusieurs femmes furent jugées pour magie amoureuse entre 1308 et 1325.
Leurs témoignages fournissent des récits détaillés de recettes et de rituels. À Venise, un réseau de vendeuses de filtres d'amour fut démasqué en 1480, révélant un système sophistiqué, avec des ingrédients et des prix standardisés. Les archives judiciaires londoniennes font état de dizaines de cas de magie amoureuse chaque année tout au long de la période médiévale. Les peines variaient considérablement selon les circonstances. Les femmes dont les potions fonctionnaient pouvaient être condamnées à des peines plus légères que celles dont les victimes tombaient malades ou mouraient. Les femmes nobles pouvaient souvent commuer les peines de mort en exil ou en incarcération, tandis que les femmes pauvres n'avaient pas cette possibilité. La punition la plus créative est venue d'Augsbourg, où les fabricants de filtres d'amour condamnés étaient contraints de consommer publiquement leur propre préparation. Les taux de réussite annoncés dans les grimoires étaient manifestement exagérés, mais les témoignages suggèrent une certaine efficacité psychologique. Les hommes qui savaient qu'ils avaient été victimes de magie d'amour déclaraient souvent se sentir attirés contre leur gré. L'effet placebo, combiné au pouvoir de suggestion, a entraîné de réels changements comportementaux. Certains cas de réussite pourraient n'être qu'une simple coïncidence, la cible était déjà intéressée et la potion lui a donné la confiance nécessaire pour agir. Les témoignages de victimes, extraits des dossiers judiciaires, éclairent les effets. Des hommes ont déclaré se sentir anormalement attirés par des femmes qu'ils ignoraient auparavant. Elles ont décrit des symptômes physiques, palpitations cardiaques, incapacité à se concentrer, excitation inappropriée. Que ce soit par empoisonnement, suggestion psychologique ou effet nocebo, les victimes ressentaient une réelle détresse. Le désespoir qui poussait les femmes à ces extrêmes reflète la brutalité des marchés matrimoniaux médiévaux. Les femmes avaient des options limitées pour assurer leur sécurité économique hors du mariage. Une femme célibataire, en fin de vie, était confrontée à la pauvreté et à l'exil social. Le remariage des veuves était souvent la seule alternative à la misère. Dans ce contexte, piller des tombes pour se procurer des ingrédients de filtre d'amour semble moins insensé que pragmatique. Les motivations économiques dépassaient la simple survie, le mariage avec un riche marchand ou un petit noble pouvait transformer le destin d'une famille. La différence entre épouser un artisan prospère et un ouvrier signifiait le confort plutôt que la famine. Les filtres d'amour étaient des investissements dans l'avenir économique qui valaient le risque d'être exécutés. La tradition classique a considérablement influencé la magie amoureuse médiévale. L'art d'aimer d'Ovide décrivait diverses potions et sortilèges, et les textes magiques grecs ont fourni des modèles que les auteurs de grimoires médiévaux ont copiés et adaptés. Le lien avec l'autorité classique conférait à la magie amoureuse un vernis de respectabilité. Si les poètes antiques en parlaient, à quel point pouvait-elle être un péché? La médecine populaire et la magie amoureuse se recoupaient considérablement. De nombreux ingrédients des filtres d'amour avaient des usages médicinaux légitimes, le sang de colombe était utilisé pour traiter l'épilepsie, et la moelle osseuse humaine figurait dans des remèdes contre les douleurs articulaires. Ce chevauchement permettait aux femmes d'obtenir des ingrédients sous des prétextes médicaux. Un apothicaire vendant de la cervelle de colombe contre les maux de tête ignorait qu'elle finirait dans des filtres d'amour. La dynamique de genre dans l'utilisation des filtres d'amour est révélatrice. Si hommes et femmes utilisaient la magie d'amour, les poursuites visaient majoritairement les femmes. Les praticiens masculins étaient souvent classés parmi les magiciens érudits plutôt que parmi les sorciers. La magie amoureuse pratiquée par les femmes était perçue comme plus menaçante, car elle subvertissait l'autorité masculine naturelle. Une femme contrôlant un homme par la magie inversait l'ordre social. Les positions de l'Église sur la magie amoureuse étaient complexes et contradictoires. Tout en condamnant officiellement toute magie, certains membres du clergé fournissaient des charmes d'amour et des bénédictions. Les prêtres vendaient des bougies bénites et de l'eau bénite pour les rituels amoureux. Certains monastères étaient réputés pour l'efficacité de leur magie d'amour. La condamnation de l'Église se concentrait davantage sur les aspects diaboliques que sur la pratique elle-même. En comparaison, les applications de rencontres paraissent miraculeuses. L'amour moderne est peut-être compliqué, mais au moins, il ne nécessite pas d'exhumer des cadavres. Nous avons remplacé les potions magiques par des photos de profil et des phrases d'accroche. Le pire qui puisse arriver avec les rencontres en ligne, c'est le ghosting,
pas l'empoisonnement. Les mesures extrêmes que les femmes médiévales prenaient par amour révèlent à la fois le désespoir de leur situation et le besoin universel de connexion. Mais l'humiliation publique la plus intense était réservée aux adultères. Pensez-vous que l'humiliation publique sur les réseaux sociaux soit mauvaise? Les adultères médiévaux étaient promenés nus à travers la ville, la femme tenant une corde attachée à la taille de son amant. Dans le sud de la France, on appelait cela la course. Lorsque des adultères étaient pris, la communauté ne se contentait pas de commérage ou de les rejeter. Elle organisait une humiliation publique ritualisée qui fait passer la culture de l'annulation moderne pour une dispute polie. Le couple coupable était déshabillé sur la place du village. Une corde ou un cordon de cuir était noué autour de la taille de l'homme, la femme étant obligée de tenir l'autre extrémité comme une laisse. Ils parcouraient ensuite la ville selon un itinéraire prescrit, tandis que les citoyens bordaient les rues avec des fouets, des légumes pourris et des pots de chambre remplis d'ordures. La culture de l'annulation médiévale impliquait de véritables fouets et un contrôle très littéral sur son partenaire. Le rituel commençait à l'aube, les cloches de l'église sonnant l'alarme. Il ne s'agissait pas d'une justice populaire, mais d'une punition collective organisée selon des procédures établies. Des crieurs publics annonçaient l'adultère, nommant les deux parties et fournissant souvent des détails sur la façon dont elles avaient été découvertes. Les coupables étaient conduits sur la place principale où des fonctionnaires supervisaient leur déshabillage. La foule se rassemblait déjà avec ses instruments de punition. L'itinéraire suivait les sentiers traditionnels à travers les zones les plus peuplées. Partant de la place principale, le couple courait devant l'église, traversait le marché, contournait le puits où se rassemblaient les femmes et longeait les tavernes où les hommes buvaient. Chaque quartier disposait de postes de punition désignés où les citoyens les plus forts administraient des coups mesurés. Le parcours, qui s'étendait généralement sur 3 à 5 kilomètres, prenait des heures, le couple s'arrêtant à des endroits importants pour subir des humiliations particulières. Les commerçants fermaient leurs boutiques, les ouvriers abandonnaient les champs et les enfants étaient amenés à assister au salaire du péché. Les gens se préparèrent pendant des jours, récupérant les produits avariés, ramassant les déjections animales et préparant des fouets spéciaux. L'impatience montait comme celle d'un événement sportif moderne. Des vendeurs proposaient nourriture et boissons aux spectateurs, et des musiciens accompagnaient parfois la course au rythme des tambours. Les cloches des églises sonnaient sans interruption pendant la punition, ajoutant une dimension religieuse à la justice civile. Différents rythmes de cloches indiquaient la progression de la course, une sonnerie rapide au départ, un langla au poste de punition et des volées triomphales à la fin. Ce paysage sonore garantissait à tous ceux qui étaient à portée d'oreille que l'adultère était puni. Certaines paroisses sonnaient des cloches spécifiques à cet effet. Des cas documentés, tirés des archives judiciaires de Carcassonne de 1347, fournissent des détails troublants. La femme d'un marchand, surprise en compagnie d'un jeune ecclésiastique, fut mise en examen en juillet. Les archives indiquent qu'elle fut contrainte de le tirer sur 5 kilomètres, sous les coups de branches de saule et les insultes de la foule. Elle survécut, mais quitta la ville immédiatement après. Lui n'eut pas cette chance, le bandage à la taille lui causa de graves dommages et il mourut d'une infection en moins d'une semaine. Les archives de Thulu de 1389 décrivent un chevalier surpris en compagnie de la femme d'un boulanger. Malgré son statut de noble, il n'était pas exempté de la course. L'inversion sociale d'une femme du peuple tenant un noble par une corde ajoutait à l'humiliation. La foule était particulièrement violente, y voyant une occasion de punir la supériorité sociale. Il survécut, mais fut si blessé qu'il ne put plus monter à cheval, mettant fin à sa carrière militaire. Les taux de survie étaient étonnamment faibles, sachant qu'il s'agissait d'une punition et non d'une exécution. Entre 30 et 40% des hommes moururent d'infections ou de lésions causées par le bandage à la taille. Les femmes étaient moins exposées, mais souffraient tout de même de graves blessures dues aux coups de fouet et aux violences de la foule. Certains couples ont tenté de se suicider plutôt que de subir la peine capitale, d'autres ont fui la ville lorsque des accusations d'adultère ont été portées, devenant ainsi des exilés permanents. La participation des foules a révélé la dynamique communautaire. Les attaques les plus violentes provenaient des proches du conjoint lésé. On attendait des membres de la famille qu'ils portent les coups les plus durs,
Mais quiconque nourrissait de la rancune pouvait utiliser la course pour se venger, rivaux commerciaux, prétendants et conduits, quiconque se sentait lésé. Le rituel devint un moyen d'apaiser les tensions communautaires. La philosophie de justice communautaire qui sous-tendait la course reflétait la conception médiévale du péché comme une pollution collective. L'adultère ne causait pas seulement du tort au conjoint, il perturbait les relations économiques, remettait en question la paternité et remettait en cause l'ordre social. La communauté devait se purifier physiquement du péché par une action collective. Chaque coup porté contribuait à rétablir l'équilibre. L'humiliation servait à la fois de punition et de rituel purificateur. La dynamique des genres dans la punition a révélé une double morale médiévale. Si les deux parties souffraient, le symbolisme différait. La femme tenant la corde manifestait sa domination contre nature sur les hommes par sa sexualité. L'homme mené démontrait comment la luxure réduisait les hommes à l'état d'animaux, mais les femmes subissaient des conséquences supplémentaires. La plupart furent expulsés de la ville après l'ours, tandis que les hommes pouvaient être autorisés à rester s'ils survivaient. Les perturbations économiques expliquaient la sévérité du châtiment. L'adultère menaçait l'héritage, perturbait les partenariats commerciaux et perturbait les lignées. Dans un monde où vie économique et vie familiale étaient indissociables, l'adultère était un vol de la plus haute importance. Le caractère public des châtiments rétablit la confiance dans les contrats sociaux. Chacun était conscient des conséquences de la rupture des vœux de mariage. La comparaison avec d'autres régions montre que la Méditerranée privilégiait particulièrement les châtiments basés sur la corde. En Angleterre, les adultères étaient plus souvent condamnés au pilori ou au pilori, tandis que les villes allemandes préféraient le rasage de la tête et le goudronnage. Mais le sud de la France et certaines régions d'Italie ont fait de la servitude un élément essentiel de la punition de l'adultère. Certains historiens lient ce phénomène aux traditions du droit romain qui mettaient l'accent sur l'humiliation physique. Son efficacité dissuasive est discutable, les archives judiciaires montrent que les taux d'adultère sont restés stables malgré les châtiments sévères. Pourtant, le lors remplissait d'autres fonctions, il créait des liens communautaires grâce à la violence partagée, libérait les tensions sociales et renforçait les normes matrimoniales. La persistance de ce rituel suggère que les communautés le trouvaient utile au-delà de la simple dissuasion. L'évolution vers une humiliation moins violente s'est faite progressivement. Au XVIe siècle, de nombreuses villes ont remplacé la course physique par des processions symboliques. Les adultères pouvaient être promenés sur des ânes dos à la route ou contraints de porter des pancartes détaillant leurs crimes. La servitude par la corde a disparu en premier où les décès trop nombreux ont créé des problèmes juridiques, mais l'humiliation publique pour adultère a perduré à l'époque moderne sous diverses formes. Les foules sur Twitter semblent bien plus douces que les Lacorses. L'humiliation en ligne peut détruire des réputations et des carrières, mais elle n'implique pas de torture à la corde. Nous avons remplacé les fouets par des hashtags, les excréments par des tweets furieux. La pulsion de punir publiquement les transgressions demeure, mais nous avons quasiment éliminé la violence physique même si les dommages psychologiques de l'humiliation publique moderne peuvent durer aussi longtemps que les cicatrices médiévales. Après avoir été témoin du cauchemar des tests d'aptitude, où les juges examinaient les capacités des hommes au tribunal, de l'horreur de la vérification cérémonielle où les nobles regardaient les jeunes mariés consommer, de l'hypocrisie des évêques dirigeants d'immenses empires du divertissement, de la prescription médicale de satisfaction intime pour la conception, des risques mortels que les femmes prenaient avec une contraception dangereuse, du pillage de tombes requis pour les filtres. D'amour et des défilés en laisse pour les adultères, une chose devient claire comme de l'eau de roche, nous venons d'assister à cet niveau de folie sociale médiévale qui font que la vie moderne ressemble à un paradis prude. Nous avons vu des juges examiner les aptitudes au tribunal tandis que des inspecteurs agréés tentaient de vérifier l'aptitude au mariage. Nous avons vu des familles nobles se presser dans les chambres à coucher pour vérifier la consommation royale. Nous avons dénoncé des évêques comptant les profits de leur divertissement tout en prêchant la pureté morale depuis des chairs financées par ces mêmes activités. Nous avons découvert des médecins prescrivant la satisfaction comme une nécessité médicale, tandis que des prêtres condamnaient le plaisir comme un péché. Nous avons révélé des femmes risquant la mort avec des applications de mercure et des substances animales exotiques. Nous avons dévoilé la réalité déchirante des filtres d'amour nécessitant des os de nourrissons morts.
Et nous avons assisté à l'humiliation publique ultime de l'adultère en laisse, sous les huées d'une foule. La révélation ultime est la suivante, les gens du Moyen Âge n'étaient pas des prudes sexuellement réprimés, cachant leurs désirs derrière des dogmes religieux. Ils faisaient de l'intimité l'affaire de tous, d'une manière qui horrifierait la société moderne. Vos actes intimes pouvaient être examinés légalement par un tribunal. Votre nuit de noces nécessitait des témoins. Votre évêque pouvait être propriétaire de l'établissement de divertissement que vous fréquentiez. Votre médecin prescrivait la satisfaction tandis que votre prêtre la condamnait. Chaque aspect de l'intimité que nous considérons comme intensément privé était réglementé, observé, documenté et jugé publiquement. La vie privée, telle que nous la concevons, n'existait tout simplement pas. L'idée que ce qui se passe dans votre chambre ne regarde personne d'autre aurait semblé insensée aux hommes du Moyen Âge. L'intimité avait des implications économiques, les mariages invalides perturbaient les héritages. Elle avait des ramifications politiques, les mariages royaux non consommés pouvaient provoquer des guerres. Elle avait des conséquences sociales, l'adultère polluait des communautés entières. Elle avait une importance médicale, la satisfaction était nécessaire à la conception. Elle avait une signification religieuse, chaque acte intime était soumis au jugement divin. Dans ce contexte, l'intimité était bien sûr publique. Comment une chose aussi importante pouvait-elle être laissée à la discrétion du privé? La transformation de l'intimité publique en sexualité privée est l'un des changements les plus profonds de l'histoire de l'humanité. Nous sommes passés des examens de capacité judiciaire au secret professionnel, des consommations devant témoins aux suites nuptiales, des divertissements détenus par des évêques aux industries pour adultes criminalisés, de la satisfaction prescrite au désir féminin nié, puis à sa reconnaissance, de la contraception mortelle à la contraception sûre, des filtres d'amour à base d'ingrédients cadavériques aux applications de rencontres. De l'adultère en laisse à, eh bien, nous continuons à humilier publiquement les personnes qui commettent un adultère, mais sans la corde. Mais voici ce que ces pratiques médiévales révèlent de la nature humaine immuable, le désir de satisfaction intime, le besoin de relations amoureuses, la pulsion de contrôler sa fertilité, la tendance à punir publiquement les transgressions. Ces constantes perdurent à travers les siècles. Seules les méthodes changent. Les hommes du Moyen Âge n'étaient pas fondamentalement différents de nous. Ils vivaient simplement dans un monde où la vie privée n'avait pas encore été inventée, où l'intimité était un bien commun, où le corps pouvait devenir un objet public. L'aspect contrôle social est particulièrement révélateur. En rendant l'intimité publique, la société médiévale pouvait la réguler complètement. La vie privée moderne nous offre liberté, mais aussi isolement. Nous avons troqué l'humiliation collective contre l'anxiété privée. Au lieu d'épreuves physiques, nous avons l'anxiété de la performance. Au lieu de consommation devant les yeux, nous avons la pression de la nuit de noces. Au lieu de punition publique pour adultère, nous avons la destruction des relations privées. La publicité a disparu, mais les expériences humaines demeurent. Ce que cela révèle sur la culture de la surveillance est troublant. Les hommes du Moyen Âge acceptaient une surveillance intime totale, car ils n'avaient aucune notion de vie privée. Nous créons volontairement de nouvelles formes de surveillance par le biais du partage excessif d'informations sur les réseaux sociaux, des applications de rencontres qui suivent nos préférences et des traces numériques de notre vie intime. D'une certaine manière, nous revenons à un monde où l'intimité est l'affaire de tous, simplement numériquement plutôt que physiquement. La prochaine fois que vous vous plaindrez d'une relation amoureuse difficile, souvenez-vous de l'alternative consistant à piller des tombes pour obtenir des ingrédients de filtre d'amour. Si la contraception moderne vous semble peu pratique, soyez reconnaissant de ne pas avoir besoin de substances animales exotiques. Si vous souffrez d'angoisse de la performance, au moins elle n'est pas documentée par les scribes du tribunal. Si votre mariage est stressant, soyez reconnaissant que vos proches ne soient pas présents pour assister à la consommation. Si votre médecin vous semble intrusif, au moins il ne vous prescrit pas d'examen d'aptitude en public. Les privilèges que nous tenons pour acquis semblaient miraculeux aux yeux des hommes du Moyen Âge, la confidentialité des questions intimes, la contraception sûre et légale, le secret médical, les relations consentissant des espoirs économiques, le droit à l'autonomie intime, la liberté de ne pas être humilié publiquement pour des choix privés.
Ce ne sont pas des droits anciens, ce sont des inventions modernes qui ont mis des siècles à se développer. Nous devrions être reconnaissants pour la médecine moderne qui ne requiert pas de parties de cadavres ou de potions mortelles, pour les systèmes juridiques qui n'examinent pas nos corps en public, pour les églises qui ne possèdent pas d'établissements de divertissement, pour les médecins qui comprennent l'anatomie au-delà des utérus errants et de la théorie des 2 graines, pour la contraception qui ne nous tuera pas, pour l'amour basé sur l'attirance mutuelle plutôt que sur le désespoir économique, et pour les châtiments pour adultère qui n'impliquent pas la torture à la corde. Le monde médiéval nous montre le cauchemar de l'intimité sans intimité, mais aussi l'universalité de la nature intime humaine. Les hommes ont toujours recherché la satisfaction, le lien et le contrôle de leur fertilité. Ils ont toujours été confrontés à l'angoisse de la performance, au drame relationnel et au jugement social. Les solutions médiévales étaient publiquement brutales, mais les problèmes étaient profondément humains. Alors, abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités historiques dérangeantes que vos professeurs n'ont certainement pas mentionnées. Partagez en commentaire votre conclusion la plus choquante. Étaient-ce les examens d'aptitude, les empires du divertissement appartenant à des évêques ou les laisses en corde? Aimez si vous êtes reconnaissant de la vie privée moderne et du beau fait que votre vie intime ne regarde que vous. Et rappelez-vous, aussi étrange que soit votre vie amoureuse, au moins vous ne vous laissez pas traîner nu à travers la ville par la taille pendant que vos voisins jettent des déchets. L'histoire, ça remet vraiment les choses en perspective.